perdu sans espoir dans cette vaste nature. Je les cherche dans le monde, dans ses alentours. Oh non, aucun signe de vie. Oh Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre. Qui pourrait localiser mon fils et ma femme dans la détresse, fuyant la guerre et ses flammes. Ni l'ONU, ni le Yassoir ne peuvent me consoler, d'ailleurs. Oh, quelle souffrance, je suis déboussolé. À cause de la guerre, me voilà loin de ma terre natale, vivant dans la peur, redoutant l'arme fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire, les solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps comme dans des dépotoirs? Oh non, Mama Kanda Yuki, Kassia Mangano. Zazora chérie, partout tu te caches. Oh non, sache que dans mon cœur, pour toujours, je te cacherai. Si tu es vivante, protège mon enfant. Et des atrocités, des abus, des méchants. Mais si la mort cruelle vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous saurez toujours porter. L'amertume, les désespoirs m'invitent à me résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand Voilà. À quand la paix, à quand la joie? Dans ce monde, nous citons Fadja Congo. À quand la paix, à quand la joie dans ce monde? Chers amis, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre dans notre magazine Écho du gouverneur, exceptionnellement aujourd'hui, Écho du gouverneur va aller au-delà. Vous savez que le magazine a été conçu pour échanger sur la gestion des proximités, les problèmes internes. Mais aujourd'hui, nous faisons l'exception d'aller dans ce qu'on appelle la géopolitique, ce qu'on appelle les concerts des grands, ce qu'on appelle la cour des grands, et ce qu'on appelle les fondements idéologiques ou idéologiques dans le monde. On aurait eu la possibilité, ça nous aurait été mieux d'être dans les mêmes plateaux avec les politologues, les juristes, comment est-ce qu'on l'appelle, ceux des relations internationales, pour qu'on puisse ensemble analyser les faits tels que cela se déroule actuellement, parce que les choses vont tellement vite que il suffit d'une petite distraction, vous risquerez de louper les virages. Exceptionnellement, vous me voyez en tenue en treillis, c'est-à-dire en soutien au FARDC, les forces armées de mon pays,
respect aux martyrs de la paix et de la recherche de l'intégrité territoriale, respect aux militants, aux activistes qui sont tombés, comme on dit, dans le champ de tir. Merci à ceux-là qui ont réfléchi à ce que nous avons appelé génocauste, et nous continuerons à apporter tout ce qui défendra les drapeaux congolais à travers le monde de la manière dont on pourrait et comme on le pourra. Chers amis, aujourd'hui c'est plus une analyse approfondie sur le sommet Russie-Afrique. On n'a pas trop l'habitude d'écouter ou de vivre de tels scénarios, mais cette fois-ci c'est chaud. Sommet Russie-Afrique. Une analyse objective, sans parti pris, juste des bonnes questions philosophiques, des bonnes questions logiques, pour essayer un peu de nous mettre dans le banc. Évidemment, il est important que nous puissions aborder de tels sujets de foi, parce que ce ne sont pas des sujets qu'on peut aborder dans la rue, moins encore avec n'importe qui. Ce sont les hommes avertis qui peuvent entrer dans cette réflexion et essayer d'échanger, parce que ça cache beaucoup de choses et c'est tellement compliqué. Sommet Russie-Afrique. Pourquoi ce sommet Russie-Afrique? C'est la bonne question. On a vu bon nombre de chefs d'État africains présents, sans compter le nombre de gouvernements présents en Russie à la rencontre du président Vladimir Poutine, disons des autorités russes. Nous avons vu beaucoup de gouvernements sortir de ce sommet avec des déclarations, des accords signés. De quel genre, de quelle nature, nous allons tenter d'approfondir. Pourquoi ce sommet? Il faut toujours remonter l'histoire. Je l'ai toujours dit que si vous ne connaissez pas où vous allez, ayez au moins une idée d'où vous venez. Vous comprendrez que lors des mouvements de la volonté des indépendances des pays africains, certains pays africains, parce que d'autres les ont eu plus tard, je pense au Ghana, je pense au Congo, je pense au Sénégal, et ainsi de suite, tous ces pays-là. Le monde vivait ce qu'on appelait la guerre froide, la guerre de l'Est contre l'Ouest, la guerre de l'URSS contre les États-Unis et alliés, la guerre du capitalisme contre le communisme. Vous comprendrez tout de suite que c'est lié des guerres économiques, des guerres idéologiques et des guerres de repositionnement. Ce sont des grandes guerres qui ont bougé le monde. Vous savez qu'il a existé à un moment donné ce qu'on a appelé la Société des Nations. Et après l'échec des Sociétés des Nations, ce n'est que là que les Nations Unies sont nées. C'est-à-dire l'ONU. Vous savez aussi que dans l'histoire, l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et finalement, à part la période du chancelier Helmut Kohl et du président Gorbatchev, que le mur de Berlin, qui était le lieu de séparation entre les deux Allemagnes, est tombé. Et un mur fortement symbolique, parce que dans ce mur-là, il y avait d'une part le côté occidental et de l'autre côté, le côté, comme on dit, de l'Est, communiste, les blocs, on appelait ça les blocs communistes.
Dieu merci, personnellement, j'ai eu la chance d'être au mur de Berlin. J'ai eu la chance de traverser les lieux. J'ai eu la chance de voir ces murs tomber. Ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Simplement, je voudrais planter les décors pour qu'on comprenne de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Le système communiste, pour ceux qui ne savent pas, consistait à donner le pouvoir à l'État. C'est l'État qui coordonnait tout, c'est l'État qui dirigeait tout, c'est l'État qui assurait la production, l'épargne, voire la redistribution. C'est l'État qui coordonnait tout. C'est l'État qui savait, il n'y avait pas la liberté d'entreprise, si on peut dire ainsi. Tout était entre les mains de l'État. Par contre, le système capitaliste, c'est l'individu. L'individu a la liberté d'entreprendre et l'État ne joue que le rôle, je dirais, de gardien du temple, de loi, protecteur, superviseur. C'est un peu ça la différence, sans aller dans les détails, parce que chacun des systèmes avait aussi sa manière de fonctionner. Il a ses règles, il a aussi sa manière. Évidemment, les constats économiques à un certain moment donné s'est montré que le système capitaliste était plus développé, donnait plus d'opportunités aux gens d'avancer que le système communiste où les gens ne voulaient pas être sous ordre de l'État. Je prends toujours juste des petits points. Je ne connais pas tout, mais je partage le peu que je peux connaître. Et ceux-là qui en connaissent un peu plus, voilà les plateaux, les moments que vous veniez aussi partager votre savoir que de critiquer sans rien proposer. Je ferme la parenthèse. Il s'est fait que ces deux blocs se battaient depuis la nuit des temps, mais il s'est fait qu'on n'en parlait pas. Les tiers-mondistes doivent avoir le temps d'en parler, les historiens, les grands chercheurs, les intellectuels africains doivent en parler parce que il y a le courant d'Afrique qui apparaît nulle part. Nulle part le courant africain apparaît alors qu'il y avait aussi la vie en Afrique. Les gens vivaient, les activités se faisaient, les sociétés étaient organisées parce qu'on parle même de certains royaumes, des empires en Afrique. Je remercie l'éminent professeur Bruno Lapika avec qui on a eu à échanger longuement sur cette question et avec qui nos discussions ont abouti à la conclusion de dire que finalement, il n'y a pas une seule société au monde qui n'a jamais été organisée. Toutes les sociétés au monde sont ou bien ont été organisées de leur manière. Jeunes gens, suivez-moi bien. C'est les fondements idéologiques que je suis en train de changer. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, ça va te permettre de pousser plus loin ta réflexion et de prendre une position qui sera la sienne, en âme et conscience, sans être influencé. Donc, le courant africain, nulle part on fait allusion. Et là, je salue les tiers-mondistes, les économistes tiers-mondistes disent que on a coupe-circuité les systèmes africains. Pourquoi? Parce que entre ces deux guerres, finalement, il fallait rallonger, il fallait se construire des alliés, il fallait prolonger, il fallait créer une extension des idéologies afin de faire vivre cette idéologie, de les matérialiser d'une manière économique et sociale, ou bien d'une manière socio-économique, voire sécuritaire. Et nous dirons que le système africain, de par son origine, s'est révélé proche du système communiste. Des sociétés basées sur la solidarité, sur l'amour, sur la famille, et sur pas mal de valeurs, je dirais, ancestrales, résumées sur les us et coutumes, je disais tantôt, orientées vers le respect, le vivre ensemble,
tout ça, ça s'est révélé proche à peu près du communisme. Mais évidemment, dans l'histoire, on nous parle d'un certain Diego Cao, on nous parle de Livingstone, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, qui sont venus découvrir les modes de vie, qui sont venus découvrir un autre monde, si on peut dire ainsi. Le monde africain est très particulièrement congolais. Dans ce monde congolais, il y a eu des empires, comme on savait, vous le savez bien, des empires Lunda, des empires... il y avait les Yaka, le royaume des Yaka, le royaume Congo, il y avait tout le royaume Kuba. Tous ces royaumes, toutes ces sociétés étaient organisées de leur manière, avec les chefs, les autorités, le gouvernement, le mode de vie, les lois, ainsi de suite. J'ouvre aussi la parenthèse, que les juristes me corrigent si je suis dans un mauvais chemin, en disant que le droit a été fait pour permettre aux gens de vivre ensemble, de ne pas vivre dans la jungle. Je ferme cette parenthèse. Très important, mon introduction, elle est quand même lourde, elle est longue, mais suivez-moi vraiment très bien pour que vous compreniez. Donc, à un moment donné, quand on parle de Livingstone, de Stanley, de Diego Cao, tous ces gens-là, comprenez vite que c'est le monde occidental. Il y avait un Portugais parmi eux, et ainsi de suite. Donc, ils ont rapporté cette affaire au monde occidental. Et le monde occidental, dans sa volonté de vouloir élargir sa vision, asseoir son idéologie, a trouvé mieux de venir se rallier, de venir s'imposer en Afrique, parce que, comme je dis, c'était un autre monde, avec des découvertes, je dirais, extraordinaires, tant sur le plan économique, tant sur le plan, je dirais, de matières premières, tant sur tout ce que l'Occident pouvait avoir pour faire vivre, matérialiser sa vision économique, c'est-à-dire son économie. À l'époque, on parlait déjà de caoutchouc. À l'époque, on parlait de bois. À l'époque, on parlait de, je dirais même, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, on en avait besoin. Et toutes ces forces-là, c'est en Afrique qu'on est venu épuiser ça. Mais, vu la manière dont cela a été fait, la résistance avec laquelle les premiers colons ont vécu, ils sont venus d'une autre manière de force. Dans cette partie de force, ils ont régné, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais en même temps, les esclaves, à un moment donné, se sont révoltés. C'est le courant, la volonté de l'indépendance, de l'autonomie. Bien sûr, il y a d'autres faits que je n'ai pas cités. L'exportation, je parle de la main-d'œuvre. Vous entendrez parler de Tipo-Tipo, vous entendrez parler de Zanzibar, vous entendrez parler de Nzingakuvu, vous allez entendre parler de tous ces grands noms-là, de tous ces lieux-là comme Zanzibar, où il s'est passé le marché, l'exportation de la main-d'œuvre, d'où l'Amérique noire d'aujourd'hui, d'où je dirais, une partie de nos frères qui se retrouvent dans la Nouvelle-Calédonie, d'autres au Brésil, partout. Il y a une histoire derrière. Avec les systèmes aujourd'hui des médias, ça ne me permettra pas de donner tous ces détails-là. Mais que vous sachiez qu'il y a des liens et ceux qui pourront développer peuvent les développer. Je vais loin en ajoutant que cette volonté de l'autonomie, de mettre fin à cette je dirais sous-traitance est venue. Et c'est le mouvement des indépendances de l'année 60 où nous avons vu certaines personnes briller en cela, se révolter contre les colons, s'imposant en leader, bien sûr après avoir appris quelque chose du fonctionnement occidental, du mode occidental,
Ça leur a donné l'intelligence, comme on dit, l'instinct ne quitte jamais. L'instinct a joué pour qu'ils puissent se mettre devant. C'est le mouvement de gens comme de Kwame Nkrumah. C'est le mouvement de gens comme Patrice Emery Lumumba. C'est la création de mouvements comme Kitawala. Hein? Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Kitawala. C'est ce qui est même à la base aujourd'hui de l'ANC en Afrique du Sud. Il y a tous ces mouvements-là, ou d'une manière moderne aujourd'hui, qu'on appelle le panafricanisme. Les mouvements panafricains. Cette idéologie-là. Hein? Au Sénégal aussi, il y avait des gens comme ça qui ont défendu ça, des gens comme Léopold Senghor. Tous ces mouvements-là. Mais évidemment, pour faire face comme ils étaient malins, ils ont voulu travailler en intelligence avec les blocs communistes parce qu'évidemment, il y a un lien, il y a un rapprochement dans la manière d'être. Sous la guerre froide, ce qui n'a pas plu au bloc occidental, d'où vous verrez que tous ces leaders, ces premiers leaders, ils ont été exécutés, ils ont été chassés du pouvoir, ils ont été tués. Je cite Papa Wemba qui dit, on peut emprisonner le corps, mais on ne va jamais emprisonner l'esprit. Et moi je dis, l'instinct reste. L'Occident a régné comme il a régné. L'Occident a réussi à affaiblir le système communiste. L'Occident a réussi à s'imposer dans le monde jusqu'à ce que, voilà, l'idéologie capitaliste a pris son envol, il est parti. Parce que dans l'idéologie, il y a, comme je dis, tout ce qui va avec les enseignements, les formations, la sécurité, il y a tous ces éléments qui vont avec. Les blocs communistes étaient affaiblis et pour que les gens entrent dans les blocs capitalistes qui, à la base, donnaient la valeur à l'individu de se promouvoir, de se développer, de prendre le devant. Est venu, chers amis, un moment où, après la chute du mur de Berlin, on dit la fin de la guerre froide, accepter que le communisme a été vaincu. Acceptons ça comme ça. Parce que je ne veux pas retourner, je n'ai pas abordé de comment est-ce qu'il y a eu la création du mur, la construction du mur de Berlin. Il faut dire que le bloc communiste avait lutté contre les nazis pour pouvoir, évidemment, sauver l'Allemagne. C'est là où vous entendez parler, par exemple, des débarquements en Normandie, des histoires comme ça, là. Ce sont des histoires très sérieuses qu'on ne peut pas aborder comme ça, là, à pied levé. Il faut vraiment un moment. Là, je suis en train simplement de toucher que vous compreniez les textes. Je suis en train simplement d'implanter les décors sur le sommet Russie-Afrique. Donc, finalement, il y a eu affaiblissement du bloc communiste qui était sous le leadership de l'URSS. L'URSS éclatait, d'où vous voyez des pays aujourd'hui comme l'Ukraine, comme la Russie, comme les blocs de Tchécoslovaquie, tous ces pays-là, qu'on dit les blocs de l'Est, étaient séparés. Donc, étaient vraiment affaiblis. Jusqu'à ce que Vladimir Poutine revienne au pouvoir avec ses reflets idéologiques et historiques de cette volonté de vouloir faire revivre la force de l'URSS, mais d'une autre manière, tenant compte des contextes et de l'évolution du monde. Évidemment, cette volonté de faire renaître les blocs, l'URSS d'une manière idéologique, pas d'une manière géographique, suscite encore, effectivement, la tension du monde occidental. C'est comme un serpent mort, mais le voilà qui est en train de revenir à la vie. D'où beaucoup de mécanismes mis en place pour pouvoir empêcher ces grands retours, où on parle de la création de l'alliance transatlantique, où il y a l'OTAN, où il y a beaucoup de structures, l'Union européenne, des choses comme ça. Là. Ce sont toutes ces manœuvres mises en place afin vraiment d'étouffer, d'éviter qu'on puisse revenir
au monde passé. Mais dans tout cela, l'Afrique est restée prisonnier, je ne dirais pas allié, prisonnier ou dépendant du monde occidental, même pas allié. Parce que quand on parle des États-Unis avec l'Europe, on parle des États-Unis et alliés. Mais quand on parle de l'Afrique, nulle part l'Afrique est considérée comme alliée. Moins encore partenaire, tant du monde occidental, on ne parlera pas du monde communiste parce qu'il a été vaincu. En réalité, la dépendance est restée. Voilà, Vladimir Poutine vient dans sa manière, une autre manière de faire. Il essaye de moderniser la Russie en s'en donnant, en se créant de nouveaux alliés, déjà de l'ancien bloc soviétique, et ainsi de suite, développant, comme je dis, le système va avec tout ce qu'il amène avec lui. Mais il s'est penché plus dans la sécurité, c'est-à-dire développant plus les domaines militaires, et essayer de remonter aussi l'économie. Mais l'économie restant dominante par le monde occidental, d'où vous voyez par exemple la dollarisation au niveau mondial, vous voyez la création de banques mondiales, FMI, tout ce que vous voyez là. Ce sont des mécanismes, des organes qui accompagnent justement la réussite du monde occidental. Jusqu'à ce que, à un moment donné, les accords soient signés, que Vladimir Poutine et son équipe décident et propose à l'Occident de faire quand même une frontière. Ne pas permettre à l'Occident de venir tout prendre jusqu'au bloc de l'Est, réformer tout, rechanger tout en monde occidental. Vous en avez suivi les choses qui se sont passées en Tchétchénie. Ce sont ces guerres-là, hein, en Tchétchénie, en Ukraine, quel pays encore? Il y a pas mal de ces pays-là, tout ce que vous connaissez là. L'OTAN avec mission de s'arrêter avec une limite de ne pas poursuivre ses manœuvres militaires jusqu'en Russie. Parce que la Russie, a quelque part, tout en étant cerveau moteur du bloc de l'Est, donc de l'Union soviétique, ne veut pas perdre son influence. D'où il s'est entouré de ses alliés, il a développé sa sécurité, et il est en train de construire, je dis bien, il est en train de construire son économie parce que cette économie n'est pas encore bien assise. À peine il vient de sortir de la dollarisation pour se diriger vers un autre monde qui n'avait pas son nom à l'époque, mais qui s'impose aujourd'hui, c'est le monde asiatique, notamment avec la Chine. Donc, quand on parle de toutes ces choses-là, et quand on veut s'engager dans de tels sommets Russie-Afrique, eh bien, les dirigeants doivent être bien informés sur l'histoire, sur les idéologies, sur les enjeux et sur le futur de là où ils sont en train de mettre les pieds. Pourquoi les sommets Russie-Afrique? Pourquoi seulement en ce moment ici présent? Au moment où ça brûle entre le bloc de l'Est mené par la Russie et l'Occident, c'est-à-dire au moment du retour de la guerre, ce n'est plus une guerre froide, maintenant c'est une guerre réelle qui est mise en place avec un regard impuissant de l'ONU, avec un regard impuissant de tous ces mécanismes mis en place du Conseil permanent de sécurité pour pouvoir empêcher cette escalade. Et ce sont les peuples qui payent les prix. Je l'ai dit tantôt, la victoire du système capitaliste a été de rallier, de mettre sous le rang une bonne partie de l'Afrique après avoir éliminé tous les leaders africains qui auraient manifesté leur attachement au bloc de l'Est, donc à l'économie communiste. Et il y a beaucoup de systèmes, surtout au niveau d'Afrique, qui fait que l'Occident puisse contrôler les pouvoirs africains. Par plusieurs réseaux, par plusieurs associations, par plusieurs organismes que je ne peux pas moi me permettre de citer ici, mais que vous connaissez vous-même. Des alliances, des clubs, des sociétés, il y a beaucoup de choses pour renforcer justement ces liens de dépendance, de coopération
je ne saurais pas utiliser un seul mot là-dedans. Chers amis, suivez-moi très bien sur cette histoire. L'Afrique, jusque-là, était considérée, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, était considérée comme une réserve, comme une vache à lait pour l'économie occidentale. Ce sont les Occidentaux qui avaient jusqu'à ce jour la mainmise sur la situation économico-sécuritaire de l'Afrique. Je ne parle pas du social parce que ça ne les concerne pas. Et pendant que tout est en train de s'éclabousser, les accords sont en train de sauter, les fusibles sont en train de sauter sur le compromis entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, c'est le retour de la jungle. Chacun se repositionne. Aujourd'hui, les dirigeants, l'Afrique être invitée au bloc de l'Est, conduit par la Russie, évidemment c'est pour dire qu'on ne vous laisse plus l'Afrique. Tous nous avons droit à l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique collaborer, développer la coopération avec l'Asie, notamment la Chine, parce que le Japon n'est pas trop présent, mais la Chine, et plus loin, prendre aussi l'Inde qui est en train de monter en force, c'est un message. C'est-à-dire, compteur à zéro. Et dans ce compteur à zéro, je passe à ma deuxième question philosophique. À qui profite cette situation? Ou encore à qui profite les sommets Russie-Afrique? C'est la Russie qui veut entrer en Afrique? Oui, la porte est grandement ouverte. Les Africains sont-ils considérés comme une vase, un terrain à exploiter, où les Africains doivent se positionner pour s'identifier et renforcer, je dirais, profiter de vivre leur liberté économico-sécuritaire. Je dis bien économico-sécuritaire, je ne parle pas de social. Vous savez qu'il y a des pays, des matières en Afrique qui restent l'exclusivité d'un seul partenaire. Oui, ceux qui ont fait les droits des affaires me diront que tout dépendra des accords signés, de combien de temps, l'exclusivité, tout et tout. Nous vivons cela tous, même au Congo y compris. Et en même temps, la dépendance ou la coopération ou les liens Afrique-Occident, non seulement elle est économique, mais sur le plan sécuritaire, joue un grand rôle parce que des fois, elle crée des tensions entre Africains au profit justement de l'Occident. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est là que je me pose la question à qui profite cette nouvelle vision. Même certains pays africains en conflit, ils se sont tous retrouvés en Russie. Nous le savons aujourd'hui que si les pays africains se dirigent vers la Russie, le premier objectif, c'est la question sécuritaire. On le voit au Sahel, il n'y a pas à cacher. On le voit à l'Afrique centrale, il n'y a pas à cacher. Tout petit peu, l'Afrique subsaharienne vive ça, c'est l'Afrique centrale, mais plus loin vers les bas, vers l'Afrique, disons l'Afrique, pas l'Afrique du Sud comme pays, mais l'Afrique, la partie sud-africaine, semblant de paix, mais économiquement faible. D'où le social nul. Mais l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, parce que comme ça c'est divisé en deux. Mais moi je ne veux pas parler de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut vraiment faire l'Afrique, je dirais, en quatre. L'Afrique du Nord, il y en a. L'Afrique de l'Ouest, oui. L'Afrique de l'Est, oui. L'Afrique centrale, oui, donc en 5. Et l'Afrique du Sud. Il ne faut pas mettre les blocs de l'Afrique subsaharienne. La partie nord, qu'on appelle la partie maghrébine, évidemment, c'est vraiment tourné vers l'Occident, très particulièrement vers la France. L'Afrique de l'Ouest est une bonne partie aussi, c'est vraiment cloué à la France. L'Afrique de l'Est,
On ne fait pas vraiment. Voilà, attention à ça, c'est une partie des Anglais qui y sont et des Américains. Et l'Afrique subsaharienne, c'est partagé à l'Union européenne. Et toutes ces tensions-là aussi, entre d'une part les Occidentaux et les Américains, parce que bien qu'il y ait des accords, mais il y a aussi des tensions, des petites guerres existent toujours, chacun veut gagner plus, créent des tensions. Et ces tensions-là, les pays comme la République démocratique du Congo en payent les prix. La République populaire du Congo en avait payé les prix. On n'oubliera jamais la guerre, cette guerre-là. L'Angola avait payé les prix parce que l'Angola est resté longtemps dans les blocs communistes, les blocs de l'Est, disons comme ça. On lui a fait payer les prix. Hein? Je ne veux pas citer les noms, vous savez ce qui s'est passé. Mozambique également. Et il y a certains pays qui ont résisté, comme par exemple les Zimbabwe, tous ces pays-là. Le Ghana a été sauvé parce qu'il est anglophone, ainsi de suite. Les Rwandais payent encore les prix, tout cela. Je dis bien les Rwandais, je ne parle pas du peuple rwandais, mais les Rwandais. Parce que parler encore des populations rwandaises, c'est une autre histoire. Maintenant, dans ce sommet, la Russie veut mettre en mal. Les messages lancés, c'est boycotter, c'est la méconnaissance de la zone Afrique à l'Occident. C'est le premier message. Deuxièmement, il veut faire son entrée, mais à quel prix? À combien nos dirigeants ont-ils encore de nouveau vendu l'Afrique? C'est qu'on ne nous dit pas, on nous parle des accords signés. Nous savons que la plupart, ce sont des accords de sécurité. Sécuritaire, les renforcements, les pouvoirs veulent se renforcer, faire un peu la tête, comme ils savent que ce sont les Occidentaux qui mettent les dirigeants en Afrique. Bon, ceux qui sont en place veulent se maintenir en s'appuyant sur la contrefaçon, surtout s'ils sont mal positionnés, ainsi de suite, en s'appuyant pas contrefaçon, mais sur le contre-courant, c'est-à-dire aller dans le courant de l'Est. C'est une réalité. Mais l'Afrique gagne quoi dans ce sommet où l'Afrique, qu'est-ce qu'elle a gagné? Parce que si je pose la question de dire qu'elle gagne quoi, c'est comme si je suis négatif à ce sommet. Loin de là. On voudrait savoir que nos dirigeants africains qui sont allés à ce sommet nous disent clairement qu'est-ce que l'Afrique a à gagner ou a gagné dans cette rencontre. Les accords signés, c'est quoi? De protection des pouvoirs ou les accords de sécurisation des nations, des pays, des frontières, des renforcements des capacités militaires, des accords économiques en quoi, des accords avec la question climatique qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire l'écologie, et tous ces éléments. Moi, j'aurais souhaité que, à part l'intervention du capitaine Traoré, que je salue, un patriote burkinabé, qui a été clair de dire que nous ne venons pas pour venir quémander, mais nous voulons notre dignité. C'est ça. Nous voulons notre dignité. Et vous avez vu ces déclarations, comment est-ce que cela a créé tollé entre déjà les Africains qui se sont retrouvés au même endroit. En même temps, ce que moi j'ai appelé la guerre, ces sommets étaient révélateurs pour évidemment nous montrer la guerre intergénérationnelle, la guerre idéologique entre Africains. Différentes manières de voir, différentes bases idéologiques. Et nous les voyons. Est-ce que ce sommet, c'est pour mettre encore l'Afrique en feu? Est-ce que ce sommet, c'est pour utiliser l'Afrique comme terrain de bataille? Est-ce que ce sommet, c'est pour réellement, je dirais, pour aider l'Afrique à recouvrir son autonomie, sa dignité? Est-ce que les dirigeants africains à ce sommet ont-ils compris le pourquoi, le comment, les enjeux? Ils ont pesé leur présence en Russie ou ils sont allés visiter la Russie. Ce ne sont que des réflexions. Sommet Russie-Afrique. Est-ce que ce n'est-il pas le moment pour qu'un courant africain
puisse se positionner. Les amis, on pourra beau dire des choses sur le président Erdogan, de Turquie. Je n'entre pas dans la politique interne. Mais cet homme a réussi à mener la Turquie aux anges, dans le cours de grands, à montrer la force de la Turquie. Bien qu'un seul pays, il ne peut pas être manipulé, vous devez respecter la Turquie. La Turquie est entrée dans le concert des grands. La Turquie aujourd'hui est un pays, je dirais, consultatif. On peut consulter la Turquie. On a besoin de l'avis des Turquies pour certaines décisions. Et nous voyons que ce n'est pas un oui-oui, ce n'est pas non plus un non-non. Mais on peut échanger et on peut, je dirais, c'est valoriser de part et d'autre. C'est respecter, allais-je dire. Et c'est le cas pour les dirigeants africains en Russie. Est-ce que n'est-il pas le moment pendant que les blocs de l'Ouest et de l'Est se battent pour que, justement, ce troisième bloc, je dis bien troisième, pas quatrième, troisième bloc qui était méconnu, puisse paraître? Les intellectuels africains, où êtes-vous? Jusqu'à ce qu'on vous appelle tiers-monde. Si vous ne savez pas la signification du tiers-monde, c'est parce qu'entre les blocs occidentaux et les blocs de l'Est, vous étiez en troisième position, le tiers-monde. Mais tiers-monde, c'est vaste. Quel est le système qu'on a mis en place pour que ce système soit reconnu, pour que ce système soit pris en valeur, pour que ce système soit intégré au niveau macro? Jusqu'à ce que la quatrième, moi j'appelle ça la quatrième puissance, pour moi, c'est ça. Et vous m'excuserez, ça n'engage que moi. Vienne s'imposer. C'est la quatrième, c'est la puissance asiatique menée par la Chine, l'Inde, et maintenant il y a encore la Turquie qui est en train de suivre. Les intellectuels africains, où sommes-nous pour sortir ne fût-ce qu'un système économique, un modèle social que nous pouvons présenter au monde, qu'on cesse de nous considérer comme les tiers-mondistes, mais qu'on nous considère comme les blocs de tel système. Oui, vous me direz, il parle, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai eu la chance, pour le cas du Congo, de créer la troisième force qui est devenue aujourd'hui africain. J'en suis fier. Vous voyez le jeune se lever. Vous voyez le désespéré maintenant s'imposer, prendre conscience, dire qu'on n'est pas venu vous accompagner. Le monde nous appartient à tous et à tous de porter quelque chose pour que le monde bouge. Qui aurait pu donner la chance au capitaine Traoré? Qui aurait pu penser à Guillaume Soro? Qui aurait pu penser au président malien? Et ainsi de suite, aujourd'hui, Niger, les choses évoluent. Qui aurait pu penser à ça? La troisième force, banacité. Nous partons de rien, mais nous prenons conscience, nous rentrons dans notre identité, nous comprenons ce que nous sommes et nous nous prenons en charge. Étienne Tshisekedi Mulumba, prenez-vous en charge, évitez la peur. Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir, prenez-vous en charge. Antoine Gizenga, prenez-vous en charge. L'auto-prise en charge. Ce sont des dirigeants, au fait, pas économiques, mais des dirigeants idéologiques. Je parle de dirigeants idéologiques. Les gens qui ont une autre lecture du pouvoir. Ce n'est pas la partie économique et les retombées économiques qui les intéressent, mais c'est asseoir l'idéologie, enseigner un peuple. Je salue celui-là qui s'est marqué ainsi en République démocratique du Congo, Pierre Moulele.
Il faut enseigner, il faut parler. Boke Chua Yambo. De sa manière, avec ses moyens, il enseigne. Honoré Ngwanda Nzamboko, il a enseigné. Le prof Yombi, il enseigne. Fabien Kouswanika, il enseigne. Kervin Maïzo, il enseigne. Gino Will enseigne. Roger le combattant, je dois le citer, il enseigne parce qu'il crache de vérité. Vous sentez la liberté d'esprit. À un certain moment donné, je ne sais pas ma soeur qu'est-ce qu'elle est devenue, on avait Yuyu Moutmoussi qui crache l'esprit libre. Ce que je n'ai pas cité, excusez-moi, vous êtes nombreux à pouvoir faire ce travail. Il appelle comment? Esso, colonel Esso ou colonel... J'ai oublié les noms. Ils sont nombreux, en tout cas, excusez-moi, camarades combattants. Ce que vous faites est noble et juste, mais simplement que vous soyez vrai dans vous-même et sur ce que vous êtes en train de faire. Ça payera un jour d'une manière ou d'une autre. On peut, comme disait Papa Wemba, bako kanganzoto me ba kang esprité et au tambola. Mu pepa bana cité à troisième Fox et tamboli. Toi na l'art tout ça il campagne ma cité. Mais bon mon ndenge ni bana cité ba koti masolo. Na buzo baté mais avec intelligence et idéologie. Triste de voir aussi dans ces mouvements, il y a troisième Fox ya bana cité. Surtout que la matériel, d'où opère l'idéologie. Quand vous voyez des gens, on a tangeli bino awa qui ont lutté, Lumumba, Bavie, on a tout yakala. La plupart sont morts pauvres. Mais l'ex-idéologie aujourd'hui, héritier, bakumole la mbongo. Babunginzela. À travers l'Afrique, babunginzela. Je me pose la question, mais il faut en parler, il faut que la nouvelle génération, ezana secte moko, comme on kitawala existe, où ils font les formes idéologie, où ils ont la base à ANC. Au Congo, à un moment donné, groupe de Binza, bazaki nelo na bango bazo benga primakuria. Idéologie na bango fanda kiwana, ça existe partout. Aucun en France bazana ba franc-maçon, ba fandisa masolo na ndenge na bango et chaque mboka ezana ba biloko na ba bisika na bango o ba enseignaga ba idéologie na bango. Ne soyez pas seulement négatif sur l'organisation wana mikembe ezaka diabolique te, oui ego de la diabolique parce que eza secret, eza occulte, mutaye makambo elega na katité. Mais botala tozo benga ngo mabe diabolique occulte. Mais botala ndenge zo menacer biso na mokili pe ndenge zo tambusa biso na mokili babiloko wana. Ne sous-estimez pas Bundu dia Congo, ne sous-estimez pas babenga ngo nini tous ces mouvements là. Lelo ba simplifier ngo benga ba mai bozo benga bango ba non, eza ba mouvement idéologique où les gens développent une certaine idéologie et idéologie nous appelle ça bango force de combat. Parce que le monde lelo, ils ont monde à se plaindre au beti, on va se justifier makambo après. Et d'ailleurs, j'en appelle la bande gonanga na Congo que nous devons maintenant changer de cap. Arrêtons de nous plaindre et d'accuser les autres. Prenons nos dispositions en main. C'est un discours idéologique qu'on a sali lelo. Sommet Russie-Afrique, c'est d'abord esprit. C'est d'abord l'idéologie. C'est d'abord le fondement. C'est d'abord, au cours diriger mboka te so ozana idéologie te. Soko yebi histoire te. Je vais me réserver de citer les noms de ces présidents-là. À un moment donné, on a dit que c'est bien, jeune, tout ça là. Je ne suis pas contre que la jeunesse prenne le pouvoir parce que c'est les deux extrêmes. Hein? Il y a certains jeunes ont eu pouvoir à faire perdre influence en Bokanaï. Mais il y a aussi un jeune qui a pris le pouvoir qui fait monter la présence de son pays.
Bref, il faut être formé. Aux écoles, dans nos structures d'organisation, nos lieux de rencontre. L'idéologie. L'idéologie. C'est avec l'idéologie qu'on va avancer. Ce n'est pas seulement avec de l'argent, mais c'est d'abord l'esprit. Si l'esprit est bien formé, si l'esprit est disposé, le reste suivra. Les Lumumba, qu'est-ce qu'ils avaient comme financement? Les Kwame Nkrumah, qu'est-ce qu'ils avaient comme grand financement? D'abord, les blocs de l'Est lui-même, c'est un bloc pauvre. Restons idéologues. Transmettons l'idéologie. Sommet Russie-Afrique, je dirais c'est le sommet pour moi des dernières chances pour que l'Afrique s'identifie, défende son identité, entre dans les concerts des grands et s'impose. Parce qu'on a exploité partout, on a utilisé partout tous ces nouveaux blocs créés, que ce soit les blocs de l'Est, de l'Ouest ou asiatiques, tous d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin de l'Afrique pour avancer. Vous m'excuserez, Nalobi Belé. J'aurais pas dû aller très loin. Mais c'était important parce que ça bouillonnait en moi de parler de cette idéologie, de parler de la sécurité. Parce que les frontières nationales en Afrique, c'est comme si on est en train de les remettre en cause avec des guerres d'agression ça et là, des occupations ça et là, des entrées libres ça et là. À un certain moment donné, d'une manière idéologique, il est temps. Il est temps de changer de tactique. Il est temps d'arrêter de pointer les doigts aux autres. Mais au tie bisope to tie, bu beti to beti. Et tu régler ma compte après. Paix à son âme. Mon ami à moi politique, là où il est, Guy René Lwansang, il disait, on va de l'avant, les ennuis, on va les gérer. C'est quoi cette histoire? Toi, Bassi Nabinota? Toi, travailler nos coûts, tout ça, il ne faut pas balouquer lui à signer. Organisez-vous comme vous voulez. Positionnez-vous comme vous voulez. Nous aussi, nous allons nous positionner et nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Que vous le voulez ou pas. Et vous comprendrez que tant que mingi ko le kabino. Et si je dois me ramener dans la situation de l'Afrique centrale, le cas de la RDC. La RDC, c'est 100 millions d'habitants. Et vous comprendrez que sur le plan économique, il y a un nouveau input qui nous accompagne maintenant en disant que la démographie doit être prise en compte pour la considération économique. Le développement n'est pas seulement avoir les matières premières, mais avoir aussi la population. Et sur nos 100 millions d'habitants au Congo, 75% c'est la jeunesse. D'où Nazongi, l'idéologie. Il faut donner une bonne idéologie à cette jeunesse, de sorte que cette jeunesse se prépare pour demain. Ne se laisse pas faire, ni la peur, ni l'influence, mais qu'ils disent que, écoutez, nous sommes prêts. Nous avons trop blagué, nous avons trop patienté, nous avons été courtois. La notion d'hospitalité maintenant doit disparaître. Il faut faire asseoir la notion maintenant de la protection, de l'autoprotection. Je ne parle pas de l'agression, de l'autoprotection. Parce que nous, on n'agresse personne. Je reviendrai. Nous avons eu beaucoup d'informations, surtout à l'Est. Naba Burundi, baote la pso zelo. Zelo ambo kanabiso, poto utiliser yango, nous payons la taxe naba Burundi. Ça se passe na plein na Ruzizi. Boto na bata Est ba expliquer bino makambwa. Nous allons continuer ce combat. Chers amis, exceptionnellement,
na côté na Makambuya, Russie Afrique, c'était pour comprendre que tout le monde est là, tout le monde est là. Cette guerre aujourd'hui, tout le monde est en Occident, mais il faut voir que c'est le retour à l'idéologie de départ. Il est temps maintenant de parler de Lumumba. Pas comme individu, mais Lumumba comme idéologue et idéologie. Il est temps maintenant de se ressourcer des actions de Pierre Moulele pour former la jeunesse. Et il est temps aujourd'hui de matérialiser les discours de Etienne Tshisekedi, de l'auto-prise en charge. Et il est temps maintenant d'honorer la mémoire de Gizenga, du nationalisme. Je vais demander à la réalisation de me balancer ce qu'on a appelé... J'ai eu le temps d'écouter l'album de ce monsieur, Fabien Kouswanika. On le voit seulement pas comme journaliste ou chroniqueur, mais écoutez son album, Le Peuple Gagne Toujours. C'est un vieux album, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un message fort là-dedans. J'ai suivi la dernière intervention de Alpha Blondy depuis New York, au siège des Nations Unies. Cherchez cette intervention, vous comprendrez. Il est temps, peuple africain. Il est temps, peuple africain. Mobutu avait dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Serment des martyrs. Nous allons colorer le sol congolais rouge de notre sang, pourvu que nos enfants ne vivent esclaves sur leur propre terre. Et quand la mort viendra, je partirai fier d'avoir défendu un idéal juste et légitime. Rossi Mukendi Chimanga.